C'est après les élections de 2003, dans la semaine qui suit. Et évidemment, on est dans un état d'euphorie. Je suis à la maison. Michel, elle me dit, sors donc les poubelles. Je dis, pardon? Elle dit, sors les poubelles. J'ai dit, sais-tu à qui tu parles? Elle dit, quoi? Ben, tu parles au premier ministre du Québec? Elle dit, je sais à qui je parle. Je parle au gars qui va sortir les poubelles. Yannick, est-ce que notre prochain invité a besoin de présentation? C'est la grande question. Hein? Puis je pense pas, Richard, puis pour être franc avec toi, je sais pas par où commencer pour le présenter parce qu'il y a tellement de choses à son CV. Ah ouais. Il a été ministre au fédéral, il a été chef de parti au fédéral, il a été chef de parti au Québec, il a été premier ministre du Québec. C'est M. Jean Charest qu'on reçoit aujourd'hui. Il est Avocat de formation. Avocat de formation, absolument. Il a commencé ça à Sherbrooke, ville qu'on connaît bien tous les deux. Ouais. Et maintenant, il travaille chez McCarthy Tétrault, un cabinet d'avocats là, qui est international. Travaille beaucoup encore en négociation, fait beaucoup de négociations à l'international. Donc aujourd'hui, on va y parler autant de son expérience comme publique que celle privée là, au niveau international. Donc ça va être bien intéressant. Bon, on s'est dit, qui de mieux placé pour parler de négociation que M. Jean Charest avec nous autres? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Richard. Yannick? Merci. Hey, la négociation, vous en avez fait dans votre vie sur tous les paliers, hein? Tous les paliers. Puis je disais à Yannick, avant qu'on commence, en plus, je suis père de famille. Puis être parent, c'est être négociateur. Oui. Absolument. Et je disais même, c'est comme quand on est parent qu'on apprend à devenir malhonnête. Hein? Ah oui? Oui, des petits mensonges, Non, il n'y a pas de légumes là-dedans. Non, il n'y a C'est ça, pas de exactement. légumes là-dedans, un peu de chantage. C'est vrai, tous les trucs sont bons. Ouais. Ouais, absolument. Vous avez eu une vie publique, évidemment, très, très, très publique. Là, vous êtes moins public, on vous voit beaucoup moins. C'est-tu plus facile de négocier loin des médias, mettons? Oui. Pour négocier, pour une négociation qui est serrée, qui est difficile, il vaut mieux ne pas négocier sous les projecteurs parce que là, on a toute la liberté de s'exprimer, de dire des choses qu'on a besoin de dire sans sentir qu'on est obligé de tout justifier en cours de route. Alors, c'est beaucoup mieux. Puis, on se donne souvent des consignes. Puis, quand on était dans le secteur public, par exemple, on se donnait des consignes que là, on négocie, mais on ne commande pas. Parce que sinon, ça... Puis, n'oubliez pas la règle générale. Il n'y a rien de conclu tant qu'on n'a pas conclu sur tous les sujets. Parce que quand c'est une négociation qui est complexe, on peut très bien s'entendre sur certains points, mais c'est l'ensemble de l'œuvre qui détermine si l'entente est acceptable ou non. Alors, on a intérêt à le faire face à face, en confiance, et éviter de faire ça sur la place publique. Parce que j'imagine que si vous négociez quelque chose de public puis qu'éventuellement quelque chose coule dans les médias, après ça, quand on revient à la table de négociation, la confiance peut s'être effritée, ça peut compliquer la discussion, j'imagine? Je suis sûr que ça revient constamment, Yannick, dans les discussions que tu as. Toute la notion de confiance entre les parties, c'est fondamental. Alors, il faut avoir confiance, Puis, il y a aussi les cultures sont différentes. Là, je suis dans une négociation dans un pays africain, et les cultures ont des codes, hein? Il y a des codes. Et il y a des gens qui ont certaines tendances dans les négos à être très colorés, par exemple, ou à faire des effets de toge. Alors, il faut s'ajuster aux cultures de négociation aussi. Par exemple, ou certains groupes, avec les Premières Nations aussi, il y a des codes qui sont différents dans la culture. Le temps n'est pas le même, la façon de procéder n'est pas la même. Alors, il faut être très sensible à ces sujets-là si on veut réussir une négociation. Avez-vous des exemples précis, justement, de différentes cultures pour qu'on sache bien comment vous êtes adapté, justement, sur des points qui, pour nous autres, peut-être sont moins évidents? Oui, je vais donner deux exemples. Quand je suis arrivé dans un bureau d'avocat, moi, je suis chez McCarthy Tétrault, le premier dossier que j'ai eu, c'était une négociation pour une compagnie minière au Sénégal. OK. Puis ça devait prendre 3 semaines. Ça a pris 6 mois. Parce que l'autre partie te voit arriver, hein, Richard, puis il voit arriver de gros avocats de l'autre du Nord, puis tu sais, eux n'ont pas les capacités que nous, on a. Les capacités, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a un ministre, un sous-ministre, mais ils n'ont pas tout l'appareillage de fonction publique auquel nous, on est habitués et que nous tenons pour acquis. Alors, il y a une certaine insécurité. Alors, ça prend plus de temps pour apprendre à se connaître et à pouvoir échanger, puis créer la confiance prend plus de temps. OK. Et après ça, ben il faut des fois compenser avec... Quand on a un vis-à-vis qui, lui, n'a pas les moyens, par exemple,
légaux, comptables, des expertises. Il n'y a pas accès aux mêmes expertises que nous. Ben là, ça prend du temps aussi pour qu'il s'installe une certaine confiance sur ce qu'on avance en termes de... Ça, c'est des changements. Il y a des changements comme... Je vais vous donner un exemple politique qui est un peu en dehors de la négociation avec la France, que je trouve illustre bien les codes. Ici, en Amérique du Nord, quand vous êtes un politicien, vous faites un discours. Si le discours dure plus que 20 minutes, c'est parce que vous n'avez rien à dire. Tu sais, l'auditoire en Amérique du Nord dit, c'est après 20 minutes, tu n'as pas atterri. Là. C'est parce que... En France, si vous faites un discours, si ça dure en bas de 20 minutes, c'est parce que tu n'as rien à dire. Okay. Parce qu'un discours, les codes, vous voyez comment les codes sont différents. Et j'ai négocié avec des partis, des Français, et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'effets de toge dans ce qu'ils faisaient au début. C'est quoi les effets de toge? Je m'excuse parce que... Tu sais, un peu d'effets de toge, d'intimidation, de dire, ben là, vous n'êtes pas honnête, vous êtes... Tu sais, j'ai fait une négociation où toute la première partie, on s'est fait dire qu'on était menteurs, qu'on avait, tu sais... Il faut comme débobiner l'autre partie, puis les ramener à la réalité. Puis après ça, la vraie négociation peut se faire. En Amérique du Nord, on n'est pas comme ça. On est plus direct. Puis en Amérique du Nord, puis les Canadiens sont comme ça, puis sont réputés être comme ça. Alors, quand on s'assoit, on négocie, c'est assez direct. Puis on met sur la table les choses qu'on a à mettre sur la table, puis on avance plus. Dans certaines cultures, vous allez parler beaucoup avant d'arriver sur les vrais sujets. Puis il y a une question de rythme de la négo, j'imagine, aussi, dans ces circonstances-là. Donc, quand tu as beaucoup d'effets de toge, les effets de toge, on dit ça parce que nous autres, les avocats, quand on va devant le juge, on porte une toge, puis souvent, on la brasse pour... j'appelle ça faire un petit peu de grichage sur la ligne. Puis souvent, quand on est en négo, ben on prend cette image-là pour dire, ben on n'est pas vraiment dans le centre de l'objectif commun. Là. On est en train de discuter du limitrophe autour, puis éventuellement, il va falloir qu'on enlève ça pour être capable de se concentrer sur ça. Qu'on arrive au vrai sujet. Vraie discussion. J'ai été dans une négociation. Par exemple, une négociation en Afrique aussi, où la partie, la partie adverse, appelons-la comme ça, l'autre partie, ouvre en nous disant, quand on va conclure l'entente, on veut 100 millions de dollars comme espèce de bonus de signature. Pas en dessous de la table. Là, 100 000, c'est un montant, ça n'a aucun sens. Tu fais quoi avec ça? Tu réponds comment à ça? Bien, la technique, moi, une des techniques que j'ai développées, j'avais pris ça dans d'autres négociations, c'est que, oui, on parle, puis c'est revenu après, puis la personne avec qui je travaillais, elle me disait, il faut répondre à ça. Moi, ma réaction, j'ai dit, non, il ne faut pas répondre. On l'a juste ignoré, comme s'ils ne nous l'avaient jamais demandé. Puis ils ne nous l'ont jamais redemandé. C'est jamais revenu sur la table. C'est jamais revenu sur la table. Alors, il y a des fois où il faut être assez sage pour juste ignorer ce que l'autre dit, puis rester concentré sur les vrais sujets. Et laisser le temps faire son œuvre. Puis après ça, les gens, quand c'est complètement en dehors de ce qui est raisonnable, ils vont... Et là, ça met l'odieux sur leurs épaules de revenir avec une demande qui est totalement déraisonnable. Les êtres humains étant ce qu'ils sont gênés de le faire, ils ne reviendront pas. Mais si on avait répondu à ça, là, le sujet serait resté sur la table. Et là, tu retournes... Mais ce que j'ai trouvé dans les négociations, moi, de mon expérience à moi, une des conditions d'une négociation qui réussit, c'est de savoir exactement ce que tu veux. Vous seriez étonné du nombre de gens qui rentrent dans les négos, puis ils ne savent pas... écoutez, c'est décourageant. Ça peut être un problème pour celui qui est de l'autre côté. C'est un avantage si tu sais ce que tu veux. Et le problème, puis les avocats vivent ça, Yannick, c'est des mandats qui sont pas clairs. Non. Ton client te donne pas un mandat clair. Ou ton patron te donne pas. Et là, tu as des patrons qui sont très occupés. Alors moi, j'ai vu ça, des clients qui courent après leur patron pour dire, écoute, là, faut que tu t'assoies avec moi. Là. Je m'en vais négocier telle affaire, mais vous voulez quoi au juste? Là? L'autre, il sait pas. Des fois, ils ne savent pas. Ils le savent pas sur le prix, sur les conditions, etc. Et là, tu ne peux pas compenser pour ça. Et si vous entrez dans une négociation, puis vous savez ce que vous voulez, mais l'autre, lui, n'est pas clair, vous avez déjà gagné pas mal. Un avantage, c'est clair. Là. Moi, je suis d'accord. Un gros avantage. Oui, absolument. Puis, est-ce que c'est arrivé, revenons pour ce qui est de la politique, par exemple. Vous avez toujours fait partie d'un parti. Avez-vous eu déjà à négocier alors que vous n'étiez pas d'accord avec la ligne du parti? Puis que vous aviez quand même à négocier... Oui, ça peut arriver que... D'abord, les lignes de parti, il faut faire... il y a beaucoup de mythes autour de ça. Un parti politique, c'est quoi, Richard? Ça réunit des gens qui partagent des valeurs communes. En anglais, l'expression, pour moi, est assez claire. Ça dit « like-minded
people. C'est-à-dire, on a des affinités qui pensent un peu comme au point de départ. Alors, vous êtes souverainiste, vous ne serez pas au PLQ, vous êtes fédéraliste, au point de départ, vous êtes... Mais ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur tous les sujets. C'est normal, parce que, surtout les sujets complexes. Les affaires faciles, Richard, on s'entend là-dessus. Mais quand on arrive à un certain niveau, avec des... parce qu'il y a des enjeux sur lesquels il n'y a pas de bonne réponse, où il n'y a pas de réponse évidente, où il n'y a que de mauvaises réponses. Alors là, tu fais du mieux que tu peux, puis si tu es intelligent, puis tu es mature, tu vas vouloir travailler avec du monde fort qui vont te challenger, puis des fois, tu ne seras pas d'accord avec eux, mais tu arrives à un consensus, tu dis, je vais aller, mais là, il faut que tu ailles le défendre. Mais une fois que tu as bien débattu à l'interne. Moi, quand j'étais chef de parti, je me faisais un devoir d'avoir un lien de communication avec mon caucus, puis mon conseil des ministres, qui était très ouvert, transparent. Et la job de celui qui négocie, c'est de s'ouvrir et de créer un environnement où il peut être challengé par son groupe. S'il ne le fait pas, puis il est trop dominant, bien là, il va se placer dans une situation où il peut très bien négocier des affaires sur lesquelles il n'y a pas l'appui de son... Puis quand il va retourner... Le cas classique, Yannick, tu négocies, tu retournes à ton conseil d'administration, puis tu te fais virer comme une crêpe. Là, tu es dans une position très fragilisée. Là, il faut que tu retournes, ou tu retournes à la table, puis tu dis à ton vis-à-vis, j'ai été désavoué, ou tu ne retournes plus à la table parce que tu as été désavoué. Tu as été discrédité. Mais il n'y a pas de bonne réponse à ça. Là, quand ça arrive, là, c'est très difficile à ramener. Dans le fond, la négociation avec votre caucus avant l'autre négociation est quasiment plus importante. Tout se joue en amont, tout se joue dans la préparation. Puis s'il y a une leçon, c'est des leçons de vie qui sont très simples. Plus vous allez avoir préparé à l'avance, plus vous allez avoir fait vos devoirs à l'avance, plus fort vous serez à la table de négociation, mieux vous serez positionné à la table de négociation. Puis il y a différentes négociations. Tu sais, si c'est une négociation, il y a un modèle d'adversaire, parce que vous êtes un contre l'autre, mais l'autre modèle, la majorité des cas, c'est coopératif. Je m'assois avec Richard, je veux te vendre ma maison, tu veux l'acheter, puis je veux te la vendre. T'es pas contre moi, puis je suis pas... Moi, je veux avoir le meilleur prix possible, puis toi, tu veux avoir le meilleur prix possible. Mais l'objectif, on s'entend, c'est je veux te vendre ma maison. Oui, absolument. On a un objectif commun, là, exactement. C'est le gagnant-gagnant. On trouve la zone pour rendre tout le monde heureux. Alors, c'est pas vrai que si je te vends ma maison, que moi, je perds, il y en a un qui perd, l'autre qui gagne. Ça, c'est l'autre vision que les gens ont, qui n'ont pas l'expérience de négociation. Chaque négociation, il y a un perdant, mais il y a un gagnant. Quand tu achètes une voiture, y a-tu un perdant, bien un gagnant? Quand tu vas au dépanneur, tu achètes une palette de chocolat, y a-tu quelqu'un qui a perdu? C'est pas ça, la vie. Alors, tu as des objectifs communs. Et ça, c'est... La majorité des négociations sont comme ça, puis la majorité des négociations se passent bien pour cette raison-là. Puis je comprends, quand vous étiez en politique, vous aviez beaucoup de choses à faire avec le caucus, puis de rendre le caucus dans on appelle ça un safe space, si on veut, une zone où ils sont à l'aise d'aborder la question. Mais vous aviez à négocier avec les partis d'opposition aussi à l'occasion sur certaines questions. Et là, vous êtes avec des gens qui n'ont pas nécessairement... Leur objectif à eux, c'est d'un peu prendre votre place. Là. Ça ne devait pas toujours être évident comme position. Oui, puis il faut le savoir, puis il faut être... Puis pas tous sont pareils. Par exemple, sur le plan très personnel, moi, j'ai eu Lucien Bouchard comme vis-à-vis. J'étais dans l'opposition et il était premier ministre. Lucien et moi, on avait eu, pendant la période de Meach, un désaccord qui était très important. On ne s'était pas parlé pendant 9 ans. J'arrive à l'Assemblée nationale du Québec et le fait de travailler ensemble, c'est très important à l'Assemblée ou dans un Parlement que le chef d'opposition puis le chef de gouvernement puissent se parler. Parce que ça facilite le travail de l'Assemblée. S'ils sont à couteau tiré, c'est très dur. Très dur. Ça rend la vie difficile pour tout le monde et pas rien en passant. Parce qu'il ne manque pas de sujet sur lequel être en désaccord. Il n'en manquera jamais. Mais c'est très... Comme on est toujours à couteau tiré, c'est facile de personnaliser. Lucien et moi, on avait une très bonne relation. Ça permettait de régler plein de sujets. Puis en même temps, de se crêper le chignon comme il faut sur les sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. C'était pas un enfant de cœur, puis moi non plus. On ne sait pas. Arrive Bernard Landry, que je connaissais mal. Puis Bernard et Landry et moi, on se connaissait pas beaucoup, puis c'était plus dur. Mais très respectueux. M. Landry avait un sens profond des institutions. Et sur la fin de sa vie, en fait, il y a eu comme une espèce de réconciliation. Avec Mme Marois, c'était pénible. Mais tout le monde en souffre dans ce temps-là. Alors, quand vous êtes dans une négociation, pour le bien de tout le monde, ces bonnes relations-là, cette bonne volonté-là, ça compte pas beaucoup, puis on peut faire pas mal plus que... Puis il faut tenir compte de l'intérêt de l'autre. Alors, pour répondre à ta question, on a un enjeu, on veut nommer quelqu'un, on va négocier avec les partis d'opposition, bien c'est sûr, il faut
faut s'assurer qu'ils n'en ressortiront pas diminués. Ouais. Si ta proposition, c'est de dire que je vais faire une entente avec toi, puis moi, j'ai eu un gouvernement minoritaire. Ouais. Ça l'aide, hein? Pas eu au Québec depuis 100 ans. Ouais. J'ai adoré ça. Ouais. J'ai adoré ça, moi. Parce que... Puis là, on avait embêté nos oppositions parce qu'on avait commencé à parler d'une période de cohabitation. On avait volé ça écoute, ils étaient furieux. On cohabite pas, c'est le gouvernement. Mais les décisions se prennent davantage ensemble. Parce que personne n'a le choix, de toute façon, de cette façon-là. Le bien commun, il y a le bien commun à travers tout ça. Alors c'est un art, c'est plus que... Mais quand on négocie avec quelqu'un d'autre, l'objectif, c'est jamais de l'humilier ou de le diminuer. Si c'est ça... Et mon père m'avait donné une belle leçon de vie. Il m'avait dit, tu sais, quand tu négocies, assure-toi toujours que l'autre puisse lui aussi en sortir gagnant. Ouais. Et si tu fais ça, tu vas bien faire dans ta vie. Tu vas faire des bonnes affaires. Ouais. Si tu négocies, puis ta perspective, c'est que l'autre perde, toi, tu gagnes, tu n'en feras pas beaucoup de bonnes affaires dans ta vie. Ouais. Mais si tu t'assures que l'autre... Puis moi, ce que j'ai observé dans les milieux d'affaires, par ailleurs, ceux qui ont cette approche-là, c'est drôle, ils réussissent mais les gens veulent faire affaire avec eux. Absolument. À long terme aussi. Ils veulent revenir. Puis... Bien, Richard, c'est ça. Puis il ne faut pas que tu perdes de vue que tu négocies aujourd'hui avec Richard, mais tu vas le revoir. Là. Absolument. Tu vas lui refaire des affaires avec Richard. Et ça, c'est la majorité des négociations. Il y a toujours le cas exceptionnel où c'est du monde que tu vois une fois que tu ne reverras plus jamais de ta vie. Ouais. Ça peut changer le ton. Ouais. Mais une bonne négociation, c'en est une où Richard sort gagnant, puis toi, tu sors gagnant. Si l'autre sort perdant, peut-être pas. Ça va être bon à court terme, mais à moyen et long terme, ça te rattrape à peu près tout le temps. Oui, puis tu te fais une réputation. Absolument. Puis après ça, tu arrives à une table de négociation, puis les gens sont méfiants. Le climat de confiance, tu n'es pas capable de l'obtenir. Tu n'es pas capable d'avoir la discussion franche que tu veux avoir pour être capable de faire avancer les objectifs communs. Donc, ça devient difficile. Là. Ça devient vraiment difficile. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre pire puis votre meilleur coup en négociation. Que ce soit personnel, public, pas public, privé. Je dirais un des pires, ça a été la période de Meach. De tout ça, parce que Meach est un échec, passe pas, puis après ça, il y a les accords de Charlottetown, et qui repartent après. Mais quand les accords de Charlottetown ont été négociés, le gouvernement fédéral n'avait plus d'objectifs. On a fini par animer la réunion. C'est l'autre façon de le voir. Si tu n'as pas d'objectif, là, savez-vous comment vous allez virer? Vous allez virer en animateur de réunion. OK. Et là, vous n'êtes plus dans la poursuite de but ou d'objectif. Vous êtes en train de, tu sais, ah oui, et là, vous êtes en très mauvaise posture. Vous allez vous retrouver avec un résultat qui n'est pas celui que vous attendiez. Tandis que celui qui sait exactement ce qu'il veut. Puis Charlottetown est intéressant parce que l'Ouest arrive à la table, eux autres, c'était clair. On veut ce qu'ils appelaient un Triple Senate. On veut un Sénat égal, élu et effectif. Puis là, les Premières Nations arrivent à la table et disent, nous autres, on veut la reconnaissance constitutionnelle des gouvernements. Alors, eux savaient. Puis le gouvernement fédéral, lui... Alors, on s'est retrouvé avec une entente dans laquelle il y avait plein de bonnes choses, en passant. Une chose qu'on oublie, il y avait le 75 %, il y avait un minimum de 25 % des votes à la Chambre des communes qui était réservé au Québec pour la fin des temps. Ouais. Imaginez-vous, on a perdu ça. Ouais. Mais là-dedans, c'était finalement un comité qui avait la tâche de dessiner un cheval puis qui ont produit un chameau. Alors, les gens ici ne comprenaient pas. Puis alors ça, c'était, à mes yeux, à moi, c'est l'exemple de négociation. Donc, c'était le manque d'objectifs que vous aviez qui a créé... Puis c'était dû à quoi? Pourquoi il n'y avait plus d'objectifs au gouvernement fédéral? Parce que le gouvernement avait été déstabilisé par l'échec des accords du Lac-Meach. Okay. Et là, il en sort. L'atmosphère au pays, Yannick, est très négative. Écoute, c'était dur. D'abord, les Canadiens étaient épuisés par le débat. Il y en avait assez. Il y avait eu à la télévision tous les soirs, les négociations. Les gens étaient fatigués. Et là, il y avait une incompréhension entre le Québec, le reste du pays, l'Ontario. Alors... Le gouvernement fédéral essaie de remettre la pâte à dents dans le tube. Non, ça ne fonctionne pas. Puis ça se transpose dans beaucoup de négociations, ce que vous dites là, parce que même dans une négociation d'affaires, quand tu t'assois à une table puis tu essaies de négocier un beau deal d'affaires et que là, on a un objectif commun, puis pour une raison ou pour une autre, l'objectif se désincarne un peu, puis finalement,
on arrive avec une négociation qui parle de toute autre chose que ce qu'on a commencé au début, il y a souvent une, puis des fois les deux parties qui se disent, bien, à un moment donné, tu te poses la question, pourquoi qu'on est encore ici? Pourquoi qu'on est encore en train de négocier? Puis là, c'est là que tu te dis, puis des fois, on fait des deals sur cette base-là, c'est rarement des bons deals, là, parce que là, on est en train de faire des deals sur quelque chose qui est comme... finalement, c'est l'accessoire du principal ou c'est le prix de consolation. Ouais. Alors que dans ce cas-là, des fois, tu es peut-être mieux juste de te retirer de la table et de dire, regarde, on est peut-être juste pas prêt. J'ai absorbé le fait qu'on n'est plus du tout à la même place, puis on parlera d'un autre deal un peu plus tard, mais pour l'instant, on n'est juste pas prêt. Là. Ça transpose un peu ça. Là. Puis Yannick, c'est très sage. C'est mieux de dire, puis de préserver la relation, puis de dire, écoutez, on n'est pas prêt, de toute évidence. Puis de mea culpa. Si tu dis à l'autre, écoute, moi, je pensais être prêt, mais là, à l'exercice, je me rends compte que je ne le suis pas. Il va l'accepter, on est des êtres humains. Puis tu dis, on va arrêter ça là. Puis souvent, ils reviennent 2-3 ans plus tard. Tout le monde a eu la chance de réfléchir. Ça a comme mûri. Puis là, le deal peut se faire très... facilement, parce que tout le monde y a pensé depuis un bout de temps. Ouais. Votre meilleur coup en négociation? Un des meilleurs coups, c'est pas tout à fait, mais c'est une leçon. Je vous parlais tantôt de juste ignorer. Là. Ouais. La grande discipline, là, c'est de ne pas réagir à une partie qui provoque tout le temps. Ouais. Mais ça, pour moi, vous savez comment j'ai une belle personnalité. Moi, il me disait, c'est écrit dans ta face. Quand quelqu'un me disait des choses. On se rappelle de certains épisodes à l'Assemblée nationale, entre autres. Là. Ouais. Alors, se taire est un art. Ouais. Et c'était dans un pays, j'étais un jeune ministre, puis on avait été invité à... C'est pas tout à fait une négociation, mais ça revient sur le thème dont je vous parlais tantôt. On a été invité à un dîner, je ne vous dirai pas où, par le pays hôte, puis ils nous envoient un compte après. Ah oui? Ah, OK. OK. Pour le dîner. C'est un compte. On était 14. Le compte, c'était pour un buffet de 300 personnes. Et j'étais avec un fonctionnaire senior, puis c'est de lui que j'ai appris ça. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'étais gêné. J'ai dit, rien. Faites rien. Faites comme si vous ne l'avez jamais reçu. Ah oui? Oui. Puis on n'a jamais entendu parler. Négociation par omission. Oui! C'est un bon thème, ça. Tu dis, alors, quand l'autre te présente une affaire, une grossièreté des fois, il vaut mieux juste, puis après ça, forcez-le à revenir sur ça. Mais il est comme tous les... Il va y penser, là, 3 fois, puis là, il va se rendre compte que... Ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas tout à fait été un succès. L'autre chose, c'est de maîtriser ses silences. Il faut être capable de... Ça, j'ai appris ça avec le temps. Puis j'ai un souvenir d'un groupe qui avait... C'était un groupe autochtone qui avait barré une route, qui avait demandé de me voir, et contre l'avis de mes conseillers, je les avais rencontrés, parce qu'ils veulent parler de chef à chef, puis de nation à nation. Alors, je suis premier ministre, je les rencontre, puis c'est une grande salle, on est 14 autour de la salle. Et il y en a un le chef me dit quelque chose, à un moment donné, qui était assez gros, puis qui était un peu rude. Et j'ai rien dit. Puis il y a un fonctionnaire qui l'a timé. Ça a duré 2 minutes et 40 secondes de silence. Silence complet? Oh yeah. C'est long. Hein? 2 minutes 40 secondes, c'est très long. 14 personnes dans une salle. Mais... Je me suis dit, je vois pas. Une autre négociation avec un groupe autochtone qui nous demandait une compensation pour des lignes hydroélectriques. Puis alors... On a une première rencontre. Ils nous demandent 4 milliards. Puis, j'ai désigné un négociateur. Je n'ai pas rien dit sur le montage. Puis, on se rencontre 2 mois plus tard. Le négociateur revient. Il me rencontre dans mon bureau avant. Je rencontre le chef en face à face. Puis, il me dit, bon, on est rendu où? Bien là, ils ont un document. Ils demandent 14 milliards. J'ai dit, coudonc, il te donne-tu un pourcentage? Le négociateur a changé de camp. 14, on est à 4 la dernière. ça va bien. Alors, quand on s'est assis face à face, il y avait un document. Puis il me montre le document, il me le pousse. J'ai pris le document, puis je l'ai repoussé, puis j'ai dit, écoute, je vais être très honnête avec toi. Si je prends ce document-là aujourd'hui, là, si je le mets dans mes mains, là, puis je le mets dans la machine, la réponse, c'est non. Je vois pas. J'aime autant ne pas le voir, puis pas le lire, puis pas le mettre dans la machine, puis pas être obligé de te dire non. Mais on pourra pas... Puis le document est resté comme assis dans le milieu entre nous deux pendant toute la réunion. Puis à la fin, il l'a pris. Ah ouais?
Puis il est reparti avec. Mais tu sais... Avez-vous réussi à régler ça? Non. OK. Non, on l'a pas réglé parce qu'on était les... Mais vous l'auriez pas réglé de toute façon. Non, c'est ça. Non, ça aurait été mauvais. Ouais. Mais au moins, j'avais eu le réflexe de lui dire, écoute, si je prends ça, tu sais, je le mets dans T'as plus de chance. Non, mais là, si tu repars avec, t'as une autre chance de te ramener avec des chiffres qui vont peut-être être plus... Puis on va s'enfermer dans un discours, un carcan, qui ne sera pas à votre avantage à vous. Dans le fond, ce que je lui disais était autant dans son intérêt à lui que dans son intérêt à moi. Je le faisais parce que dans notre intérêt, pour l'objectif commun, il valait mieux garder tous les canaux de communication ouverts puis les pistes de solutions que de... C'est une forme de respect, je trouve, de dire, si je le prends, non. Fait que t'as une chance. Je te donne une... Oui, mais il faut... Puis cette personne-là avec qui j'ai négocié est devenue un très bon ami. Ah ouais? Oui. OK. Oui. Et on parlait plus d'argent depuis ce temps-là. C'est bien ça. Non. Mais les gens avec qui on négocie bien, c'est ça, hein? Après ça... mais tu veux pas... Si tu as la tête à la bonne place, l'objectif de la négociation, c'est pas de faire un deal où tu enlèves... ça, c'est une connerie, ça. Gagnant. Non. Mais quand, tu sais, vous dites que vous avez un peu de caractère, disons ça comme ça, puis vous avez négocié avec plein de gens, comment vous faites quand vous arrivez devant une personne puis vous dites la personnalité de cet individu-là en soi va faire en sorte de rendre la négociation difficile. Tu sais, quand on a vraiment un défi là, au niveau émotif, là, de voir elle me revient pas, je suis pas capable. Comment vous faites pour passer au travers de ça, pour être capable d'aller devant puis pousser sur les objectifs communs? Il faut beaucoup de discipline, puis il faut être capable de... D'abord, il faut être capable d'être ferme. C'est difficile pour moi parce que, en toute honnêteté, moi, ça paraît dans ma face quand quelqu'un... Puis il m'est arrivé de me faire dire des choses qui me heurtaient. T'sais, quand quelqu'un te fait du chantage, par exemple. Et puis pour te dire, bien là, si on fait pas telle chose, il risque d'avoir de la violence. T'sais. Ah oui? Puis si tu règles telle entente, on va arrêter de casser tes fenêtres. T'sais. C'est choquant. Mais il faut essayer de... L'humour, on a parlé tantôt de l'humour. L'humour est très utile parce que c'est un langage, l'humour. C'est un langage. L'humour, c'est une façon de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Et c'est une façon de... Et moi, j'aime beaucoup l'humour parce que l'humour, c'est une distance, c'est un recul aussi sur les événements. Tu acceptes de reculer un peu, puis de regarder différemment, puis... Alors ça, vous maîtrisez bien l'humour, là, pour vous avoir reçu déjà dans des shows plutôt humoristiques. Vous avez la répartie humoristique assez facile. Là. Bien, j'aime l'humour, Richard, puis je trouve que la vie est toujours un petit peu absurde. Puis ça me dérange pas de rire de moi-même non plus, puis Dieu sait qu'il ne manque pas de matière. mais c'est libérateur. Aussi, l'autodérision est hyper libérateur. Mais il faut être... quand on est devant quelqu'un qui nous irrite et qui nous heurte, il faut faire attention. Il faut le savoir, il faut être conscient de ça, il faut prendre un peu de recul. Puis il faut des fois être honnête avec, mais des fois, il faut être ferme puis répondre puis dire ça, c'est inacceptable. Ça les étonne, hein? Quand vous vous mettez le pied à terre. Quand tu as un bully en avant de toi, un bully, là, une façon de dealer avec un bully, c'est face à face puis c'est direct. Il n'y a pas de... Tu te dire, écoute, non, ça, là, ça marche pas. Puis si tu reviens ici me dire ça encore, ne perds pas ton temps. Là. Moi, ça m'est arrivé de dire, là, si tu es venu ici me menacer, là, tu perds ton temps, puis tu perds le mien, mon temps, ça ne marchera pas. Et dans 95% des cas, les gens comprennent, puis ils reculent. Puis ils reculent dans le sens où ils changent leur approche. Les professionnels, par contre, syndicats, tout ça, ils sont habiles. Ils savent comment. Ils savent comment être bully ou... Non. C'est-à-dire comment établir un rapport de force. OK. Parce que là, tu es dans... Puis au Québec, c'est particulier. Hein? Le modèle de négociation, on va le vivre à l'automne. Là. Parce que tu négocies avec l'équivalent de presque 800 000 personnes sur une population de 8 millions. C'est 10 de la population. C'est à tous les 4 ans. Et quand arrive la négociation de le renouvellement des conventions collectives, dans l'histoire récente du Québec, ça consomme totalement l'énergie du gouvernement. Le gouvernement est juste là-dessus. Là. Alors, pas beaucoup de gens l'apprécient, là, mais tu sais, le bureau du premier ministre, le Trésor, les ministères comme l'éducation,
santé, tout le monde est là-dessus, là. Alors, c'est très exigeant, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de... Alors, il faut trouver... Celui qui est le négociateur en chef, le Québec, c'est une grosse job. Ah, je comprends. C'est Lucien Bouchard qui avait fait ça pour René Lévesque. Pierre Pilote avait fait ça pour moi, qui est chez Garlings, qui est le managing partner chez Garlings, qui était excellent aussi. Comment vous faites comment le gouvernement fait pour choisir ces gens-là? On les choisit à partir de leurs expériences passées, mais il y a beaucoup de relations de confiance. Okay. Moi, je connaissais Pierre, je le connaissais depuis longtemps, et il connaissait d'autres personnes, mais c'est pas parce que je le connais que c'est le bon choix. C'est pas ça. Mais parce que je le connaissais, parce que je connaissais ses capacités, et parce qu'il y avait eu d'autres expériences, on l'a pris, puis ça marchait. Puis tu le vois tout de suite, ça marche pas, tu vas le savoir. Pouvez-vous changer de représentant si jamais vous grosse décision, sentez grosse que décision. Ça passe pas? Ben là, parce que tu le désavoues, là. Ouais, mais... C'est rare que ça arrive, ça. Ah, c'est très rare. Parce que ça, c'est une grosse décision à une table de négo. Imagine-toi, tu es dans le milieu des négos, c'est très tendu, il y a des grèves et tout ça, tu changes de négociateur. Comme d'avouer que vous êtes en train de perdre un peu. C'est ça le message. Tu retires ton gardien de but. C'est ce que j'avais en tête. Tu le changes, là. Le message n'est pas parfait. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que le fait que l'espèce de safe space qu'on veut créer j'appelle ça la table, là, mais c'est pas toujours une table, là, mais à la table de négociation, est aussi important entre les parties qui négocient qu'avec l'équipe de négociation. Dans le sens que votre porte-parole, il faut que vous ayez une confiance aveugle en lui pour justement qu'il n'arrive pas un moment où, pas en face, vous lui dites « Coudonc, on travaille pour l'autre partie, puis est-ce que tu as bien compris les intérêts, puis dans votre cas, du gouvernement du Québec, puis de la population? » C'est vraiment important d'avoir cette espèce de confiance-là. Et la compétence, parce qu'elle, il faut qu'elle soit capable de parler honnêtement au premier ministre pour dire « Vous avez pris cette position-là, mais aujourd'hui, je vous propose autre chose parce que... Ouais. » Puis il faut qu'il soit... C'est pas de l'arbitraire, là. Non. Surtout quand c'est des conventions collectives, des salaires, des bénéfices, ça se calcule, tout ça, là. Ouais. On avait fait une négo, la meilleure négo qu'on avait fait dans le public avait été dirigée par Monique Gagnon-Tremblay. Elle devient présidente du Conseil du Trésor et elle me dit « Change le modèle. » Parce que nous, la façon dont ça se passait au Québec, je pense qu'ils sont alignés comme ça cette année. Tu commences à négocier 3 mois avant la fin des conventions. Là, c'est s'acheter du trouble, là. Là, tu tombes, puis là, en période où la convention est expirée. Elle m'a dit, nous, on va... Puis elle s'est entendue avec Mme Carbonneau, qui était présidente de la CSN, pour commencer à négocier 18 mois avant la fin des négos. Oui, c'est logique. En amont. Et là, toutes les deux femmes se sont mis là-dedans. Et on a négocié une entente, c'était en 2010, qui avait été absolument merveilleux, parce qu'on avait dit, et c'était nouveau, les augmentations de salaire vont être plus importantes si on a une croissance réelle de l'économie qui est au-dessus de tel niveau. Réel, c'est la croissance de l'économie plus l'inflation. Si ça dépasse, je ne sais pas quel chiffre c'était à l'époque, 2,1 %, la croissance réelle, on va partager avec vous des revenus supplémentaires que va faire l'État. Wow. Et c'est la première fois qu'on faisait ça. Et ça a été un succès. Mais ce qui a surtout été un succès, c'est qu'elles ont réussi, tous les deux. Je dis elles parce qu'elles ont été vraiment les deux porte-étendards là-dedans. Il n'y avait pas juste elles. Mais ils ont réussi, je pense, 3 mois après l'expiration des conventions. On n'avait jamais vu ça. Et c'était pris 18 mois à l'avance quand même. Oui. Donc, ça a pris 21. Et puis ça, c'était l'idée de Monique Gagnon-Tremblay qui m'avait dit, puis souvent c'est ça, c'était une femme, elle m'a dit, écoute, c'est pas vrai que c'est obligé d'être un affrontement à chaque fois. L'autre chose qu'on avait fait, c'était une entente 5 ans au lieu de 3 ans. Mais là, c'est pas... Vous donner un exemple réel de ce que ça veut dire. 5 ans, les maisons de cotation de crédit ont adoré. Ouais. Et ça a aidé la cote de crédit du Québec. Là, les gens, c'est très loin de la préoccupation du commun des mortels, mais la cote de crédit du Québec, ça détermine le niveau d'intérêt que tu payes sur ta dette. C'est des centaines de millions de dollars. Ça a un impact significatif. Là. Alors, quand ils ont vu conclu 3 mois après l'expiration, 5 ans au lieu de 3 ans, écoute, ils étaient impressionnés. On dit, ça a stabilisé tout le monde. Et pourquoi? Bien là, tu es l'État québécois, tu gères un budget de 30 milliards, mais tu sais où tu vas, tu as une lisibilité où tu vas sur 5 ans. Pas 3 ans. Alors, quand celui qui évalue ta gestion des finances publiques s'assoit en avant de quelqu'un et il dit, bien là, on sait où est-ce qu'on va pendant 5 ans parce que vous avez réglé vos conventions collectives. Beaucoup plus facile d'évaluer la... Alors, toutes ces choses-là s'enchaînent.
Mais c'est pas des sujets, qui sont abordés dans la rue à tous les jours. Mais si tu es intelligent, puis si tu agis de manière responsable, c'est comme ça que tu négocies. Ça, c'est une bonne négociation, en tout cas. Oui, bon pour eux et bon pour nous. Puis eux étaient contents d'avoir une entente de 5 ans. L'autre partie de la négo avec les Autochtones qui était intéressant sur la Convention de la baie James et du Nord québécois, c'est qu'eux voulaient que l'entente signée en 1975 soit une entente organique. Et ce qu'on entend par là, c'est que ce que tu négocies en 1975, tu le fais dans un contexte où tu ne peux pas même imaginer ce que le monde va avoir l'air, la planète, en 2005. Ouais. Si tu l'abordes, ton texte, sur une base stricte, une interprétation stricte, tu t'en tiens juste aux mots. Mais comme le monde a évolué, ce qu'eux voulaient, c'est qu'on interprète la Convention de manière organique, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution, puis qu'on puisse interpréter le texte et même l'ouvrir aux besoins pour les nouvelles circonstances. Ce que nous, on a fait. Okay. C'est un genre de prêt ouvert, là, dans le fond. Là. Oui. En autre mot, tu fais un deal, là, mais il n'est pas coulé dans le béton. Parce il évolue. Puis si tu vas vers l'autre, puis tu dis, écoute, j'ai négocié avec toi, Yannick, un prix, mais là, le marché a changé, puis là, je me fais... Si Yannick peut très bien me dire, écoute, Jean, t'as signé, là, tough luck, là. Oui, exactement. Ouais. Mais si Yannick est wise, il va dire, non, le marché a changé. Il a changé pour tout le monde. Exactement. Quand j'étais jeune, mon père avait des buanderies. Il dit à mon frère et moi, vous devriez acheter des machines à peanuts pour mettre dans mes buanderies. On a 9 et 10 ans. Il nous amène à la Caisse populaire Sainte-Thérèse à Sherbrooke, sur la rue King. Rencontrer le gérant, M. Champagne. Il nous attend dans l'auto, on s'assoit là, les 2 pieds ne touchent pas à terre. On rencontre Champagne. Champagne nous demande, me répète, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Alors, il explique, on a 9 et 10 ans, on vient d'emprunter de l'argent pour les fonctionner. Puis il nous accorde de prêt, évidemment, tout ça. Et on fait notre business. Nous, on avait à la maison, mon frère et moi, notre job, c'était de tondre la pelouse, puis de nettoyer la cour, puis on était payés tant par semaine. 3 $ chaque par semaine. Mon père fait un calcul. Lui achetait la boîte de peanuts pour approvisionner les machines. Alors, la boîte de peanuts coûtait 6 et quelque chose, ou je sais pas quoi. Alors, il nous fait un deal et dit, écoutez, moi, vous payez avec la boîte de peanuts à la place. Non, la boîte de peanuts coûtait 5,5 puis il nous payait 6 $. Alors, il fait un deal, il économise, lui, 50 sous par semaine. Ah ouais? Puis, c'est méchant, je te jure. Il économise 50 sous par semaine, puis il nous fournit. 1 an plus tard, crise dans le secteur de la peanut. La valeur des caisses de peanuts monte à 8 $. Lui, il veut renégocier le deal. Nous autres, il a dit « no way ». Pas question. Je te jure. Ah ouais. Écoute. Ça va être un deal win-win, ça va. J'ai toujours été payé avec des peanuts. C'est bon, ça. Écoute, c'est magnifique. C'est tellement drôle. Crise dans les peanuts. C'est pour ça que j'ai toujours aimé Jimmy Carter. Rappelez-vous le président américain de la Georgie? C'était un agriculteur. Lui, il faisait de la culture des peanuts. Ah oui, je savais pas ça. Ah oui, OK. On était pareils. C'est excellent, ça. Hey, c'est quoi la négociation que vous avez pas fait, mais que vous auriez aimé faire? Vous l'avez vu passer, puis vous vous êtes dit, ouais, ça, j'aurais aimé la faire. Il y en a une que j'aimerais faire, dans laquelle j'aimerais être impliqué, c'est celle d'un accord commercial entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Moi, dans ma vision, c'est moi qui avais initié l'idée de faire un accord de commerce, un accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, dans des circonstances qui étaient très intéressantes. D'abord, j'avais un ami qui était ambassadeur du Canada à l'Union européenne et on négociait à ce moment-là un accord sur le financement, ce qu'on appelle en anglais un FIPOF, Financial Investment Protection Agreement. C'est un prélude à un accord de libre-échange pour protéger les investissements. Il vient me voir et il me dit on devrait négocier un accord de libre-échange avec l'Europe. La ronde de Doha, c'est un peu une longue histoire, mais la ronde de Doha, qui était la ronde de l'OMC pour négocier un accord global, venait de dérailler. Le monde entier était là-dedans, puis les Indiens ont fait dérailler, on ne se parlait plus. L'Europe, à ce moment-là, regarde ses options, puis se dit on devrait négocier des accords avec des pays émergents. Le Canada, lui, et moi, j'ai un groupe de gens d'affaires qui viennent me voir, puis Kinsman, qui me disent le Canada a besoin d'un champion. Et Kinsman vient me voir, c'est intéressant parce qu'on négocie, mais il me dit à ce moment-là, Kinsman, il n'y a personne au gouvernement du Canada qui est
qui est vraiment pris la charge de la négociation, qui est le champion, qui a pris le ballon. Okay. Et dans la négociation, ça compte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en charge, puis qui le drive. Surtout sur les grands changements. Il n'y a pas de grand changement qui se fait sans qu'il y ait quelqu'un qui ramasse ça, puis qui dit « je le drive ». Sinon, tu retrouveras, parce que ça prend un degré d'énergie et de détermination pour y arriver. L'inertie va finir. Alors, il me demande à moi, il dit « vous devriez prendre ça ». Puis là, il y a un groupe d'affaires Canada-Europe viennent me voir, me disent la même chose. Moi, je réunis à l'hiver 2006 des leaders d'affaires au Canada pour leur poser la question, et je vais à Davos, puis je le propose à l'Europe. Et je rencontre le commissaire au commerce qui s'appelle Mandelson, c'est un Britannique, et il me dit, lui, pourquoi on négocierait avec le Canada? Je lui donne 2 raisons. Je lui dis, d'abord parce qu'on partage des valeurs communes, vous allez pouvoir faire une entente avec nous qui va établir des précédents que vous voulez avoir, que nous, on veut avoir. Et l'autre raison, c'est que si jamais vous voulez négocier avec les Américains, ce serait dans votre intérêt d'avoir une entente avec nous avant, comme modèle. Parce que les Américains, c'est une superpuissance. C'est pas juste puis une superpuissance a des pulsions. Le Canada, quand tu négocies avec une superpuissance, puis le Canada, l'après, ça dépend, il se réserve le droit d'interpréter les règles. Ils ont beau avoir négocié là, une entente, ça ne veut pas dire qu'ils vont la respecter. Okay. On a vu ça dans le bois d'œuvre. Donc, ils ont négocié avec nous. Quand on a lancé les négociations, on a eu plein de très bonnes discussions avant sur les conditions. Par exemple, on avait dit on veut que l'agriculture soit sur la table, mais on ne va pas le régler. Parce qu'on n'allait pas commencer à éliminer tel sujet. Mais on s'était entendu avant pour se dire on va le laisser sur la table, mais on ne va pas le régler. La gestion de l'offre. Et finalement, il y a eu des compromis sur la gestion de l'offre. Aujourd'hui, je crois et je pense que l'avenir, sur le plan géopolitique, appelle à une collaboration nouvelle entre l'Europe et les Amériques. Si on veut faire un contrepoids à la Chine puis la montée de l'Asie, surtout sur les règles de commerce, moi, ma vision, c'était qu'un jour, l'Europe et les pays de l'ALENA, ce qu'on appelait l'ALENA, Canada, États-Unis, Mexique, négociaient ensemble une entente commune. Et ça, ce serait, pour le monde entier, pour nous, ça changerait tout. Et alors donc, dans cette négociation-là avec l'Europe, par exemple, on savait qu'eux, ils voulaient une chose depuis très longtemps, c'est une reconnaissance d'une entente commerciale qui respecte les appellations contrôlées. Le fromage Pargiano, tous les produits spécialisés pour protéger. Et le Canada a été le premier. Nous, on leur a dit, on est capable de livrer ça. Qu'on a été les premiers. Puis aujourd'hui, ils négocient ça avec tous les autres pays. Et ils sont allés chercher quelque chose qui... À l'interne, le gouvernement fédéral ne veut pas que les provinces soient à la table. Parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils sont mal... Leur culture, c'est telle qu'ils pensent qu'ils sont les seuls qui doivent négocier. Ce qui est une erreur dans une fédération, parce que les provinces contrôlent. Mais c'est les Européens qui ont forcé le jeu. Puis nous, on a travaillé. Les Européens ont dit au Canada... nous, on veut les provinces à la table, parce que si on conclut une entente, on veut qu'ils soient liés par l'entente, légalement. Okay. Puis eux voulaient avoir accès à nos marchés publics qui sont... Alors, pour la première fois, les provinces ont été à la table. Ça, j'étais très fier de ça, parce que... Et j'ai désigné Pierre-Marc Johnson, qui a fini par être un négociateur formidable. Et dans la négo avec Pierre-Marc, c'est fantastique, parce que Pierre-Marc, lui, travaillait avec les autres provinces. Et si Pierre-Marc disait « on est d'accord », les autres suivaient. Les autres disaient, si le Québec est d'accord, ça doit être bon. Il n'aurait pas dit qu'il était d'accord. Et Harper m'a dit un jour que l'entente n'aurait peut-être jamais été conclue sans la présence de Pierre-Marc. C'est bien, c'est bien. Donc, vous aimeriez continuer cette négociation-là pour l'amener à terme? Moi, un jour, j'espère que... Mais ça exige beaucoup de leadership politique. Et là, on est dans une période de populisme où les gens sont beaucoup repliés sur eux-mêmes et sur leur propre nombril. Et on n'a pas aujourd'hui... Vous savez que les Américains, aujourd'hui, ne font aucune négociation d'accord de libre-échange parce que tellement c'est impopulaire aux États-Unis. C'est perçu comme étant... Alors, ils sont incapables d'en faire. Et ça, c'est malheureusement... Là, un jour, ça va évoluer, j'espère. Et ce serait
dans notre intérêt. La défense, la protection des minéraux stratégiques, des technologies, tout ça. Si l'Europe et l'Amérique étaient dans le même camp, on aurait une force de frappe. Formidable. Moi, j'ai une question du côté vraiment plus personnel à ce moment-là. Mais puis, si vous voulez pas qu'on la mette, on la mettra pas. Mais je me rappelle que vous m'avez déjà raconté une anecdote savoureuse de négociation avec Michel qui vous demandait de descendre les poubelles, je pense. Votre épouse? OK, ça c'est bon. Tu peux la mettre si tu veux. Mais j'aimerais ça que vous la racontiez. Très amusant, C'est après les élections de 2003. C'est après les élections de 2003, dans la semaine qui suit. Et évidemment, on est dans un état d'euphorie. Je suis à la maison. Michel, elle me dit « Sors donc les poubelles. » Je dis « Pardon? » Elle dit « Sors les poubelles. » J'ai dit « Sais-tu à qui tu parles? » Elle dit « Quoi? » « Tu parles au premier ministre du Québec. » Elle dit « Je sais à qui je parle. Je parle au gars qui va sortir les poubelles. » Sors les poubelles. Ça, c'est une excellente négociation. Son objectif était clair. Oui, c'est clair. Et elle a atteint son objectif. Les poubelles ont été sorties. Les poubelles ont été sorties. Oh, wow, c'est pour ça que je disais à la blague au début, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Quand on est parent, on est négociateur. Absolument. Mon Dieu, oui. Parents, amoureux. Toutes les sphères de la vie. Toutes les sphères. Toute notre vie, mais ça marche pas à moins qu'il y ait un intérêt. Sauf qu'avec des enfants, je vous rappelle l'autre règle que moi, j'ai souvent répété à mes enfants, je disais à mes enfants, écoutez, là, c'est pas une démocratie ici. Là. C'est moi qui décide. Alors, on va négocier, là, mais à la fin de la veillée, là, c'est moi qui décide. C'est excellent, ça. En terminant, M. Charest, en quoi vos expériences de négociation en affaires, au public, au politique, vous ont servi dans votre vie personnelle? Là, on en a parlé un peu déjà. Mais... Oui. Ben, ça nous... dans la vie personnelle, je dirais ceci, ça nous apprend à mieux comprendre les gens. Si on est un bon négociateur, Richard, les gens nous parlent toujours. C'est pas nécessairement ce qu'ils disent. Puis quand moi, j'aime beaucoup les gens. Je pense que j'ai eu une carrière politique intéressante parce que j'ai pas de mérite, je suis fait comme ça. Mais quand tu rencontres des gens, Richard, ils te parlent toujours. Ils te disent des choses. Puis si t'es un peu éveillé, puis tu les écoutes comme il faut, ils vont te dire des choses. Puis ils ont toujours des choses intéressantes à te dire. Si tu es en politique, bien forcément, tu veux écouter parce que tu veux savoir ce qui les préoccupe. Puis après ça, dans ta vie personnelle, ça se transpose. Je vais te raconter une autre anecdote, peut-être la dernière, c'est là. Un jour, je vais en Alberta, c'est après avoir quitté la politique, et la première ministre s'appelle Alison Redford, conservatrice, première femme première ministre de l'Alberta. Et elle a des problèmes avec son conseil des ministres, son caucus, les relations sont tendues, sont difficiles. Son chef de cabinet, que je connais très bien, et elle avait travaillé pour moi quand elle était beaucoup plus jeune. Alors, je la connaissais très bien, je l'aimais beaucoup. Il me demande d'aller dîner avec, puis il lui dit, écoute, elle a besoin de conseils, elle a besoin de guider. Pendant le dîner, elle me raconte, elle dit, mes ministres trouvent que je ne m'occupe pas suffisamment d'eux, que je ne leur donne pas suffisamment d'attention. Elle dit, puis je comprends pas pourquoi ils me disent ça, pourtant je les ai nommés ministres. J'ai dit à Alison, j'ai dit, t'as tellement raison, Alison. T'as tellement raison. Justement, l'autre soir, mon épouse, Michel, me demande, est-ce que tu m'aimes? Puis j'ai dit, hey, Michel, mais voyons donc, tu m'as posé la même question il y a 5 ans. Tu te rappelles pas, on est allé au restaurant. On est allé au restaurant. On est allé au restaurant, tu m'as dit, m'aimes-tu? Je t'ai dit ça il y a 5 ans, puis tu t'en rappelles pas, puis tu me demandes ça aujourd'hui. Là. Alors, à part à rire, tu comprends. Mais tu sais, les êtres humains de la vie privée, les êtres humains ont besoin de se faire dire qu'ils sont importants, qu'ils existent. Que ce soit ton épouse, tes enfants, ou... Il ne faut pas le tenir pour acquis. C'est pas parce que tu leur as dit que tu les aimais. Mais ce que j'ai surtout trouvé suave, c'est que ce soit un homme qui raconte ça à une femme. C'est vrai, hein? Pour lui. Extraordinaire. Mais j'ai jamais oublié. Et elle a comme resté. Alors, tu as beau les nommer ministres, faut que tu leur dises que tu les apprécies. Les gens veulent exister. Ils veulent savoir qu'ils existent. Bon, ben, j'ai pris des notes. M. Charest, je veux vous dire que je vous apprécie beaucoup. Vous avez été un invité hors pair. Vous êtes rassuré, j'espère. Dans ma prochaine vie, je vais être conseiller matrimonial. Je faisais ça pour mes gardes du corps. Il y en a un qui a divorcé 4 fois. Ah ouais? Vous avez eu beaucoup de succès?
On a arrêté de se parler. Ça coûtait cher. Ça passait dans le beurre. Il n'y a pas de grande écoute. Non. Hey, merci. C'était bien agréable. Ouais, merci. Bonne chance. Hey, merci beaucoup. Merci. C'est marquant comment, dans une négociation, le silence peut avoir un impact significatif. Quand on entend M. Charest puis comment il l'utilise, c'est vraiment une arme de négociation importante. Et la négociation par omission, je trouvais ça bien bon quand Richard a parlé de ça, parce que tu ne réponds pas à un argument qui t'apparaît complètement absurde, puis tu le laisses aller, et bien souvent, il ne te revient pas du tout. Donc, c'est 2 éléments super importants pour les négos.